Eh ben, merci beaucoup de m'inviter à cette présentation. Du coup, donc, je vais vous présenter un protocole d'union privée d'ensemble. Nous, on va se focaliser sur le cas où l'ensemble des données, les ensembles de données sont de taille déséquilibrée. Et notre objectif, ça va être d'optimiser les volumes de communication. Donc, c'est un papier qui a été fait avec mes encadrants de thèse, donc Jean-Guillaume Dumas, Bruno Grenet, Aude Maignan, et aussi le professeur Daniel Roche, qui a été soumis et accepté à CNS 2025. Donc, il devrait bientôt paraître. Alors, tout d'abord, pour motiver un petit peu le sujet, on va se placer dans le cas où on aurait des lanceurs d'alerte qui voudraient communiquer leurs alertes, leurs données confidentielles, à une base de données, par exemple un grand journal. Donc, chacun des participants a son lot de données qui vont ici être représentées par des cartes d'une certaine couleur. Et nous, on va se focaliser dans le cas où les participants communiquent les uns à la suite des autres. On ne va pas faire plus que 2 parties dans notre protocole. Donc pour commencer, par exemple, ce lanceur d'alerte, qui est les cartes noires et rouges, veut communiquer avec la base de données. La base de données n'a aucune de ces alertes. On voudrait qu'à la fin, elle obtienne toutes les alertes de ce lanceur d'alerte. OK ? Donc, bon, le protocole, on envoie les 2 données. Très bien. Maintenant, un autre lanceur d'alerte arrive, lui, avec ses cartes vertes et rouges. Qu'est-ce qui se passe si, comme précédemment, il envoie toutes ces données ? Eh ben, le serveur, il va se retrouver avec des doublons de données. Là, il va obtenir 2 fois la carte noire. Et en fait, ça pourrait lui donner de l'information. Il pourrait faire des liens entre différents lanceurs d'alerte, ce qui pourrait remettre en cause l'anonymat de ces 10 lanceurs d'alerte. Donc on n'a pas envie d'envoyer toutes les données, on voudrait envoyer seulement les données que le serveur n'a pas. Donc en particulier, on voudrait que ce lanceur d'alerte, il n'envoie que la carte verte. Le problème, c'est que s'il est capable d'envoyer que la carte verte, ça veut dire qu'il sait que le serveur a la carte noire. Or, c'est des données confidentielles, donc on n'a pas envie qu'il connaisse ça. Bon, et ben on va voir qu'un tel protocole, c'est un protocole d'union, d'ensemble, privé. Et ici, on est effectivement dans le cas déséquilibré, puisque les lanceurs d'alerte ont peu de données, sans doute peu de puissance de calcul par rapport à la base de données. Alors, un peu plus formellement, du coup, on est dans un protocole où on a un envoyeur et un receveur qui ont respectivement des ensembles de données Y et X. À la fin du protocole, on veut que le receveur obtienne l'union, donc tous les éléments sans doublons. Et la sécurité qui est attendue, c'est ce qu'on appelle une sécurité honnête mais curieux. Donc tous les participants, ils doivent suivre à la lettre le protocole, bien qu'ils cherchent à apprendre le maximum d'informations possibles sur l'autre participant. Et dans ce contexte, on veut que l'envoyeur n'apprenne strictement rien et que le receveur n'apprenne que l'union, donc que les nouveaux éléments, pas de doublons. En particulier, on veut que rien ne soit connu sur les données qui sont partagées par l'envoyeur et le receveur. Et nous, donc, dans notre cas, on va se concentrer sur le cas déséquilibré. Alors, déséquilibré, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'envoyeur est beaucoup plus petit que le receveur. Puisqu'effectivement, dans le cas d'une union, si c'est le receveur qui est beaucoup plus petit que l'envoyeur, de toute façon, les communications ne pourront pas être en dessous de la taille de l'envoyeur. Puisque dans une union, dans le pire des cas, l'envoyeur envoie toutes ses données. Okay ? Donc nous, ce qui nous intéresse dans le cas déséquilibré, c'est quand l'envoyeur est petit et que le receveur est grand. Et dans ce contexte-là, on va chercher à réduire le volume de communication, à réduire le temps de calcul pour le petit, donc pour l'envoyeur, tout en gardant un temps de calcul raisonnable pour le receveur. Et dans notre cas très précis, nous, ce qu'on veut, c'est optimiser les 2 premiers points. Qu'est-ce que ça veut dire optimiser les 2 premiers points ? Ça veut dire qu'on veut que le volume de communication et le temps de calcul pour l'envoyeur soient indépendants de la taille de l'ensemble du receveur, de la taille du gros ensemble, et même, si possible, que ce soit seulement proportionnel à la taille du petit ensemble. Et on va voir qu'on arrive à faire ça. Maintenant, si on regarde un peu l'état de l'art, pour l'instant, on va regarder l'état de l'art des PSU, donc des protocoles d'union privée, pas dans le cas déséquilibré.
Comment ils sont constitués? En général, il y a 4 étapes. Là, on a pris comme exemple 3 papiers, Fricken, Davidson and Seed et Zhang et al. Mais globalement, tous les PSU non déséquilibrés rentrent dans ce formalisme. Il y a 4 étapes. Une première étape où il y a un échange de clés, un setup. Ensuite, le receveur va encoder sa base de données et l'envoyer à l'envoyeur, qui lui va évaluer cette base de données, cet encodage reçu en son ensemble de données pour envoyer un message final qui va permettre après au receveur de calculer l'union d'ensemble. Okay, bon, le problème de ça, dans le cas déséquilibré, c'est que c'est le receveur, donc le gros receveur, qui commence la communication, et du coup, le premier message qu'il envoie, c'est quelque chose qui est à peu près de la taille de son ensemble. Donc, ça fait que le volume de communication, il va augmenter de manière linéaire en fonction de la taille du gros ensemble. Donc, c'est absolument pas ce qu'on veut. Maintenant, si on regarde l'état de l'art des UPSU, donc des PSU dans le cas déséquilibré, unbalanced, jusqu'alors, il y a 2 papiers globalement qui parlent de ça. Un papier de Tu et al. Et un papier de Zhang et al. Et globalement, ils ont ce formalisme-là, qui est que cette fois-ci, c'est l'envoyeur qui doit envoyer le premier message. Donc, après la première phase d'échange de clés, setup, etc., l'envoyeur il va encoder son petit ensemble de données, l'envoyer au receveur, qui ensuite va faire l'algorithme que nous on a appelé réduit, qui en utilisant cet encodage de l'ensemble Y, il va pouvoir extraire de son ensemble X une certaine quantité d'informations qui va permettre pour en fait les 3 dernières étapes de faire un PSU à peu près équilibré. Okay, donc de cette extraction de l'encodage de Y, il va en découdre un encodage Rx de X, mais qui contient seulement les informations nécessaires pour faire l'union, et ensuite une union classique. Et donc, en fait, ça fait que le premier message, il est de la taille du petit ensemble, et le deuxième message, la propriété de réduit, c'est que le deuxième message, il est censé être beaucoup plus petit que la taille de X. Et maintenant, quand on regarde l'analyse du volume de communication de ces 2 précédents papiers, c'est nettement mieux que des PSU, forcément, mais on a toujours une dépendance logarithmique en la taille de l'ensemble X, l'ensemble du receveur. Donc nous, on va chercher à faire mieux que ça. On aimerait avoir une ligne horizontale. Bien, alors avant de parler de notre protocole, on va introduire les outils dont on a besoin, et c'est en particulier les chiffrements homomorphes. Donc on va en distinguer 2. Pour l'instant, le chiffrement linéairement homomorphe, qui va être représenté en bleu. Donc les clés vont être bleues, les chiffrés vont être bleus. Okay, donc de base, un chiffrement homomorphe, c'est d'abord un chiffrement. Donc on a des clés publiques, des clés privées. Les clés publiques, ça va être les clés fermées, qui permettent de fermer, d'encoder, de chiffrer un message. Et les clés privées, ça va être les clés ouvertes, qui vont permettre de déchiffrer. Okay. Et pourquoi homomorphe? Parce qu'on a des opérations homomorphes. En particulier, dans le cas linéairement homomorphe, on a une addition homomorphe qui nous permet, en fait, une fois qu'on a chiffré 2 messages, on va pouvoir additionner en quelque sorte ces 2 chiffrés, ce qui va nous obtenir un chiffré qui est censé être le chiffré de l'addition des 2 messages. Ok. Vous pouvez m'interrompre si jamais il y a des questions. Et bon, c'est un peu une conséquence de ceci, mais du coup, on a également un produit clair chiffré. Donc, on est capable, homomorphiquement, de multiplier un chiffré par un clair, ce qui est censé nous obtenir le chiffré du produit des 2 clairs. OK ? Donc ça, c'est tout pour le LHE, donc le chiffrement linéairement homomorphe. Et maintenant, on change de couleur, on passe au FHE et on rajoute ce qui nous manquait jusqu'alors, c'est-à-dire le produit entre 2 chiffrés. Donc, les 3 premières opérations, c'est pareil. Et seulement, on rajoute le produit de chiffré. OK ? Donc maintenant, on est capable de multiplier 2 chiffrés. Alors malheureusement, dans la vraie vie, c'est pas aussi beau que ça, puisque en pratique, le chiffrement totalement homomorphe n'est pas vraiment totalement homomorphe. Je vais m'expliquer pourquoi. On doit faire attention à la profondeur multiplicative de calcul.
Donc par exemple, on va avoir deux chiffrés, un chiffré de C et un chiffré de M, donc de deux messages. Okay, donc on s'attend à ce que quand on ait des chiffres, évidemment, ça fasse CM. Pour l'instant, rien de très étonnant. Et grâce à nos opérations homomorphes, on est capable de multiplier des chiffrés entre eux. Bon, et bien là, par exemple, on va multiplier le chiffré de M par le chiffré de C, ce qui est censé nous obtenir un chiffré de M fois C. On réitère, on remultiplie par le chiffré de C, on est censé obtenir le chiffré de M par C carré, etc., etc. Mais en fait, en pratique, ça a une limite. Il y a une limite de profondeur qui fait qu'à partir du moment où on dépasse cette limite, si on remultiplie par le chiffré de C, eh ben, le déchiffrement il est plus correct. Au bout d'un moment, on va se retrouver en déchiffrant à quelque chose qui n'est pas M multiplié par une puissance de C. Et donc en pratique, on va toujours chercher dans nos algorithmes, quand on utilise du FHE, à limiter cette profondeur de calcul pour justement ne pas dépasser cette limite, pour rester correct. Et donc on va utiliser des algorithmes en forme d'arbre binaire. Donc en pratique, cette limite de profondeur, elle est vraiment faible. Hein. Si on veut avoir une bonne sécurité, sur le schéma, par exemple, faut avoir en tête que 10, c'est la profondeur maximale de multiplicative. Okay, donc faire 10 multiplications, c'est nul. Donc on va utiliser des arbres, une structure d'arbre comme ça, avec une structure comme ça, on peut faire au moins 1000 multiplications, c'est déjà mieux. Bon. Voilà, mais donc ça c'est pour les algorithmes. En vérité, dans la suite de cette présentation, je ne vais pas du tout rentrer dans le détail des algorithmes, mais gardez en tête que quand on veut faire quelque chose, il faut penser à la profondeur du calcul en FHE. Bien, et ben on va pouvoir rentrer dans notre protocole. Alors, l'idée de base, pour simplifier, on va se mettre dans le cas où l'envoyeur il n'a qu'un seul élément. Okay, il a un unique élément, donc nos entrées de notre protocole, c'est l'envoyeur a son unique élément, le receveur, lui, a son ensemble de données, qui peut être très grand. Et en sortie, on voudrait que le receveur ne reçoive l'unique élément que s'il ne l'a pas. Okay, sinon, il ne doit rien recevoir. Bon, il y a un fait assez trivial qui est que bon, si Y appartient à X, Y l'élément de l'envoyeur et X l'ensemble du receveur, bah, ça veut dire qu'il y a un élément dans l'ensemble du receveur qui est égal à ce Y. Et donc en particulier, si on fait le produit de toutes les différences de cet élément par chacun des éléments de l'ensemble du receveur, bah, ça c'est égal à 0. Okay, bon, et là on a une équivalence. Donc si ça c'est non nul, bah, ça veut dire que Y n'appartient pas à X. Et donc la construction de notre protocole va être la suivante. On va dans un premier temps calculer ce produit des différences, et ensuite, qu'on va mettre dans A. Ensuite, dans B, vous allez voir pourquoi, on va calculer donc A fois le point évalué, fois le Y. Et ça va nous permettre, en fait, dans la phase finale, une fois qu'on obtient le couple AB, on obtient soit le couple 0,0, si Y appartient à X, donc peu importe Y, donc ça ne dépend pas de Y. Donc là, on n'apprend rien. Ou sinon, on est capable de retrouver Y par une division. Okay, et évidemment, on veut faire ça de manière sécurisée, donc homomorphiquement. Alors, c'est parti. Notre envoyeur a son unique élément, notre receveur a son lot d'éléments. On va distribuer les clés de chiffrement de la manière suivante. Donc, tout le monde va avoir les clés de chiffrement du LHE et du FHE, respectivement bleu et rouge. Et seul l'envoyeur aura la clé de déchiffrement du FHE, seul le receveur a la clé de déchiffrement du LHE. Dans un premier temps, l'envoyeur il va chiffrer son message en FHE et l'envoyer au receveur, qui va calculer homomorphiquement toutes les différences de cet élément avec chacun de ces éléments. Okay, donc là, il obtient n chiffrés, qui va ensuite multiplier entre eux. Donc là, on a calculé le A dont on a parlé tout à l'heure. Okay, et c'est ici que je mets sous le tapis toute l'algorithmique. Hein. C'est là où on doit faire attention à la profondeur multiplicative. Okay, donc on obtient un chiffré qui aurait dû s'appeler A d'ailleurs, mais bon, c'est pas grave.
De ceci, le receveur il va générer un nombre aléatoire qui va chiffrer à la fois en LHE et en FHE. OK. Et il va prendre le chiffret FHE pour l'additionner au résultat précédent. OK. Pour obtenir le chiffret X ici. Et puis il va envoyer les chiffrets X et R à l'envoyeur. L'envoyeur qui a la clé de déchiffrement du FHE va pouvoir déchiffrer le X. Seulement ce X, donc c'est le produit des différences, auquel on a rajouté un élément aléatoire. Donc en fait, on n'apprend rien du déchiffrement de ce X. Et une fois qu'il l'a déchiffré, il va le rechiffrer en LHE. Dans ce X, comme c'est censé être l'évaluation plus un nombre aléatoire, et que ce nombre aléatoire, on l'a de côté, puisque c'est notre chiffret R, et on va le retirer de ce chiffret X. Et donc on obtient homomorphiquement, on est censé obtenir le A dont on a parlé précédemment, qui est donc le produit des différences. Puis ensuite, on va calculer homomorphiquement le B dont on a parlé précédemment, en multipliant par notre Y. L'envoyeur envoie ces deux chiffrés au receveur qui maintenant, comme on a dit précédemment, avec sa clé de déchiffrement, va pouvoir déchiffrer ces deux messages, obtenir soit le couple 0,0, soit quelque chose qui lui permet de retrouver le Y. Okay. On remarque qu'ici, il y a exactement 5 chiffrés qui ont été envoyés. Ça ne dépend absolument pas de n. Okay. Donc pour l'instant, il semblerait qu'on ait à peu près gagné. Mais alors comment est-ce que ça évolue si on augmente notre taille de l'envoyeur? Si maintenant l'envoyeur il a m éléments et pas 1, il y a plusieurs solutions. Soit la solution la plus bête, c'est qu'on répète le précédent protocole m fois, et on est quand même gagnant, puisque par protocole, on envoie 5 messages, donc là, on va envoyer 5 m messages. On est indépendant de la taille du receveur, on est content. Mais pour des questions d'efficacité de calcul, on pourrait utiliser plutôt des algorithmes de calcul formel, notamment sur les polynômes, qui sont adaptés au chiffrement homomorphe, qui sont présentés dans notre papier, mais je ne vais pas du tout rentrer dans les détails. C'est des évaluations multipoints, c'est des divisions euclidiennes. Bon. Et en fait, ça, du coup, ça nous amène à différentes variantes de notre protocole qui vont être plus ou moins efficaces en pratique, dans lesquelles on a des trade-offs, j'aime pas faire des anglicismes, mais des compromis. On a des compromis à faire où on peut, par exemple, en augmentant légèrement le coût de calcul de l'envoyeur, on va pouvoir réduire vachement le coût de calcul du receveur. En augmentant légèrement d'un nombre constant les communications, par exemple à la place d'envoyer 5 chiffrés en envoyant 8, on va pouvoir grandement réduire la profondeur multiplicative, donc améliorer les temps de calcul, etc. Donc on a différents leviers à actionner. Mais dans tous les cas, on a fait le job, on a un volume de communication qui est indépendant de la taille du receveur. Voilà, merci, j'espère que vous avez des questions.